Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire. Effectivement, le moment est venu de retrouver sur Europe 1, fidèle au poste, un Franck Ferrand qui, je crois, n'a pas trop dormi cette nuit. Bonjour Franck. Bonjour Julia, bonjour à tous. J'ai pas été le seul à veiller pendant cette nuit américaine sur Europe 1. Toute l'équipe était avec moi dans le grand studio Merlin, transformé en QG de campagne à l'américaine. Alors merci encore à ceux qui nous ont suivis en direct, et pour tous les autres, n'oubliez pas la réécoute sur le site internet d'Europe 1, et puis bien entendu les podcasts qui n'attendent que vous. Cela vous permettra de profiter de tout ce que nous ont raconté sur la présidence américaine, sur toute l'histoire des élections, etc. Nos invités de la nuit, Thomas Negaroff, Georges Ayache, Nicole Bacharan et André Caspi, que je remercie tous les quatre d'avoir été des nôtres. C'est vrai que c'était passionnant. Moi, je vous ai écouté un tout petit peu, pas tout le long, mais un tout petit peu. Il faut dormir aussi un peu. Exactement. Mais à présent, vous nous ramenez de ce côté-ci de l'Atlantique. Oui, pour évoquer un épisode poignant de notre histoire nationale, souvent traité dans les marges de nos manuels scolaires, je veux parler de la guerre de Vendée en général, et plus particulièrement d'un certain monsieur de Charette. De 13h à 14h sur Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Il y a un peu plus d'un an, à ce même micro, j'avais convié à s'exprimer un chercheur qui n'est pas souvent invité dans les médias. Reynald Secher a beaucoup fait pour la connaissance des atrocités commises par les armées de la République en Vendée, violences souvent tournées contre les populations civiles, de toutes opinions du reste. Cet historien considère, ça c'est sa responsabilité, que nous sommes bel et bien en présence d'un génocide, selon la définition internationale, un génocide vendéen que la France évidemment n'est pas du tout prête à reconnaître et encore moins à assumer. Récemment, Reynald Secher a été publiquement salué et récompensé pour tous ses travaux courageux. Ce n'est que justice, me semble-t-il. Alors cette émission, j'étais loin de m'y attendre à l'époque, a eu en Vendée même un retentissement considérable. On l'a énormément reproduite, partout diffusée. Elle nous a valu un courrier abondant, en grande partie louangeur à l'égard de notre effort d'objectivité. Et devant ce phénomène, j'ai décidé par la suite de consacrer au sujet une émission de télévision dans le cadre de L'Ombre d'un doute sur France 3, émission qui elle aussi a été un succès et a fait couler pas mal d'encre. La grande question qui se pose, au-delà de la reconnaissance des crimes commis, notamment sous les ordres du terrible général révolutionnaire Turreau, c'est celle de la responsabilité du pouvoir exécutif de l'époque, c'est-à-dire le comité de salut public, émanation de la Convention nationale et au premier rang la responsabilité de son chef incontesté, Robespierre. En d'autres termes, Robespierre a-t-il non seulement couvert, mais ordonné, voire planifié l'extermination d'une population? Vous avouerez que la question mérite au moins d'être posée et sérieusement étudiée. Aujourd'hui, j'aimerais revenir sur cette période et sur ces événements, mais d'une manière plus narrative et, si possible, un peu plus détachée de l'inévitable polémique. Ce qui m'en a donné l'idée et l'envie, c'est l'apparition sous la forme romanesque d'une sorte de longue confession à la première personne d'une biographie du grand chef vendéen Charette, biographie signée Philippe de Villiers, dont on connaît la passion vendéenne. Philippe de Villiers est ici, il nous parlera tout à l'heure de son livre et du personnage qui l'a inspiré. À mon avis, on peut dire que l'un des intérêts de son travail est de n'avoir pas cantonné Charette au conflit vendéen et de s'attarder longuement sur la carrière préalable de celui qui fut et qui sans doute demeura dans l'âme un marin. Auparavant, en compagnie d'un historien de cette période, j'aimerais revenir sur la guerre de Vendée, ses tenants, ses aboutissants, les circonstances de son surgissement dans l'histoire et les raisons qui l'ont fait si gravement, si douloureusement déraper. J'aimerais citer à titre de préambule cette phrase du reste bien connue d'Athanas Charette de la Contrie, qui me semble assez bien résumer l'état d'esprit dans lequel se trouvaient les Vendéens, qui en 1793 se sont soulevés moins contre la République que contre Paris. Rappelons-le, moins contre une révolution que contre la perte forcée de tous leurs repères. Je cite Charette. « Notre patrie à nous, c'est nos autels, autels au sens religieux, nos villages, nos tombeaux, tout ce que nos pères ont aimé avant nous,
Mais la patrie, pour eux, qu'est-ce que c'est? Vous le comprenez, vous? Ils veulent détruire les coutumes, les traditions, l'ordre. Il est vieux comme le diable, leur monde qu'ils disent nouveau et qu'ils veulent fonder dans l'absence de Dieu. Voilà résumé en peu de mots, me semble-t-il, l'état d'esprit rebelle et traditionnel que la Révolution va décider d'éradiquer. Un extrait sur Europe 1 de la symphonie concertante de Gossec. Et nous vous retrouvons, Franck, avec votre premier invité sur Europe 1, Alain Gérard, chercheur à l'Université de Paris 4 Sorbonne. Il travaille depuis une trentaine d'années sur l'histoire de la Vendée, plus particulièrement sur la période révolutionnaire. Bonjour Alain Gérard. Bonjour. Alors avant de nous intéresser aux chefs vendéens en général et en particulier au roi de Vendée, à monsieur Charette de la Contrie, j'aimerais que vous nous rafraîchissiez la mémoire à propos de cette terrible guerre de Vendée. Et avant toute chose, il faut que nous fixions les éléments et tous ces événements dans le temps bien sûr, mais aussi dans l'espace. La Vendée, disons-le, dont il va être question, la Vendée militaire, ne se confond pas du tout avec l'actuel département de la Vendée. Oui, tout à fait. La Vendée naît en 1790 par décision de la Révolution, puisque c'est l'ancienne province du Poitou, de la Bretagne et de l'Anjou. Oui, on est à c'est le département. confluent de tout ça. Et ensuite, la Vendée naît une deuxième fois, en 1793, par la révolte de tous les bocages du sud de la Loire, autrement dit les 2/3 nord de la Vendée, du département, le sud de la Loire-Atlantique, le quart sud-ouest du Maine-et-Loire, les Mauges, et le quart nord-ouest des Deux-Sèvres. C'est-à-dire que ça s'étend à la fois un peu plus au sud et un peu plus à l'est que le département, bien entendu. Oui, voilà. Ça fait toute une poche de révolte, car à l'origine de ce qu'on appelle la guerre de Vendée, il y a bien une révolte et une révolte paysanne. Oui, c'est ça qui est important. La Vendée ne se rebelle pas contre la Révolution, contrairement à ce qu'ont dit les écrivains contre-révolutionnaires, mais bien contre la dérive terroriste de la Révolution. Au début, c'est une révolte plus sociale et religieuse que vraiment politique. Oui, on se soulève contre des abus qui viennent de Paris, c'est ça l'idée. Voilà, les paysans se sentent floués des biens nationaux qui passent dans la poche des bourgeois. Ils se sentent également blessés dans leurs convictions religieuses parce qu'on crée la constitution civile du clergé qui conduit à une sorte d'église d'État. Et voilà. Et ils ne veulent pas qu'on leur enlève leurs prêtres dans les différentes paroisses. Et dès 1791, la Vendée est déjà en pré-insurrection. C'est de n'avoir pas traité cette révolte dans les cœurs qui va mettre le feu, avec en plus deux éléments. D'une part, l'appel à la levée des 300 000 hommes qui va mener les paysans à dire on doit faire la guerre aux frontières pour une révolution qui ne nous reconnaît pas. Paris réclame de nouvelles troupes. On est en pleine conscription. Il faut lever des troupes pour aller défendre les frontières. Et évidemment, en Vendée, ça représente énormément de monde. Et la deuxième chose, c'est qu'en fait, les révolutionnaires qui veulent obtenir le pouvoir, les montagnards, se heurtent aux Girondins qui occupent les postes ministériels. C'est-à-dire les radicaux contre les modérés, en quelque sorte. En quelque sorte, enfin les modérés, si l'on peut dire, oui. Tout est relatif. Puisque tout glisse. Oui, c'est ça. Et ils vont les enferrer sur une guerre civile avec la loi du 19 mars 93, qui est une loi de sang qui condamne toute personne prise avec même les insignes de la rébellion
à mort dans les 24 heures. C'est vraiment fixer le terme d'une guerre civile qui va les mener au coup d'État du 2 juin 93. Ce sont des mesures excessives en quelque sorte. Et face à l'excès, on est obligé de se soulever. C'est ce que vous nous dites. Ce sont des mesures pré-terroristes. Voilà, c'est le glissement de la révolution vers la terreur qui condamne les Vendéens en quelque sorte à se lever pour la liberté. Alors, vu de très loin et lorsqu'on ne connaît pas le détail des choses, on pourrait penser que cette guerre de Vendée, qui va aboutir donc dans un premier temps à la constitution d'une armée catholique et royale, cette armée a été constituée par la noblesse qui aurait enrôlé des paysans. En fait, ce qui s'est passé, c'est plutôt l'inverse en vérité. C'est une révolte populaire qui se cherche des chefs au départ. Voilà, finalement, les deux historiographies officielles, révolutionnaires et contre-révolutionnaires, diront cela. Or, ce qu'on s'aperçoit, c'est que ce sont des paysans qui vont dans les logis quérir non pas des seigneurs, mais des chefs de guerre. Ce sont eux qui ont une instruction militaire. Mais quand même, il y a aussi des roturiers. Et le premier d'entre eux, c'est Catilino, un colporteur, que les autres éliront généralissime. Catilino qu'on va déranger chez lui dans ses activités pour prendre la tête d'une... On raconte qu'il faisait son pain et qu'il se laisse entraîner. Mais comme les nobles, on va les chercher par la peau du cou quelquefois. Oui, ils ne sont pas tous très volontaires au début. Et puis peu à peu, tout ça va se constituer. Comment, sous l'égide de qui? C'est ce que nous voyons dans un instant. L'histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand. Et nous nous intéressons cet après-midi sur Europe 1 à la guerre de Vendée, toujours en compagnie de votre invité, Franck Alain Girard, qui est chercheur à l'Université de Paris 4 Sorbonne. Alors, évidemment, il est difficile de parler de cette guerre de Vendée sans parler des extraordinaires atrocités qui s'y sont commises. Lors de cette émission qui a eu lieu ici même, il y a un peu plus d'un an maintenant, nous sommes revenus sur les abus des armées de la République. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on se concentre un peu sur l'autre camp, en quelque sorte, que j'avais laissé de côté à l'époque, c'est-à-dire sur cette armée catholique et royale et sur ses chefs. Alors, vous nous avez parlé de Catilino, qui n'est pas, lui, d'origine aristocratique. Il y en a quelques autres, évidemment. Oui. Il y a en particulier Stofflet, qui est un garde-chasse, mais les autres, forcément, sont de formation militaire, donc des nobles, en général pas de grande noblesse. Ce sont de petits nobles. Vous nous avez cité le nom de Stofflet, il faut qu'on le définisse un peu, parce que c'est un personnage tout à fait extraordinaire et qui va se manifester longtemps. Il a une très grande résistance, Comme Stofflet. Charette, il franchira la Loire, mais comme Charette, il en réchappera et ne sera pas comme La Roche-Jacquelin, en quelque sorte une victime offerte. Ce qui piégera les chefs vendéens, c'est finalement le tropisme chrétien. Ils tenteront d'actualiser le geste chrétien de pardon aux agresseurs. Et on a le pardon de Bonchamp. Dont un geste particulièrement célèbre, c'est le pardon de Bonchamp. Tout à fait. On peut peut-être raconter en quelques mots. Oui, en quelques mots. Il est précédé par de multiples renvois de prisonniers qu'on tondait pour les reconnaître de façon à ne pas leur faire de quartier s'ils revenaient sur la part. Oui. Voilà, oui. Le pardon de Bonchamp, c'est l'histoire de ces prisonniers que l'armée catholique et royale traîne derrière elle pendant toute la guerre, jusqu'en octobre 93. À ce moment-là, il faut franchir la Loire. Comme on ne peut plus s'encombrer de prisonniers, on a le choix soit de les tuer, soit de les relâcher. Ce qui ne va pas de soi, parce qu'ils peuvent très bien se remettre à combattre contre eux. Et il reviendra à Bonchamp de dire « c'est une atrocité, nous ne pouvons pas le faire » et ces soldats le suivront. Et ce qui est exceptionnel... C'est-à-dire qu'il va se montrer d'une clémence incroyable, et une clémence qui n'est pas payée de retour, c'est le moins qu'on puisse dire. Non et oui, parce que il se trouve qu'à l'intérieur de ces prisonniers, il y a un certain Ododine, le Régulus nantais, qui a été relâché alors qu'il était prisonnier et qui est revenu parce qu'il avait échoué dans sa négociation avec les révolutionnaires nantais. Il est revenu se constituer prisonnier. Et là, une fois relâché de nouveau, il va s'employer à, disons, arracher la veuve de Bonchamp des geôles nantaises où elle est prisonnière. C'est en quelque sorte le retour extraordinaire du pardon à celui qui a pardonné. Ce ne sont pas les Vendéens qui se réclameront de ce pardon au début, ce sont certains républicains, des justes, qui vont, eux,
le soutenir. Mais très peu nombreux, disons-le. Oui, bien sûr, c'est pas l'époque. Avant de parler de Charette, un mot de La Roche-Jacquelin, figure archangélique du mouvement. Oui, La Roche-Jacquelin, qui était militaire à 12 ans, hein. On était très jeunes à cette époque, et qui est généralissime à 21 ans. C'est vraiment l'emblème du soulèvement. Il est la figure emblématique, en quelque sorte. Tout à fait. Il a l'âge de ses soldats. On connaît le serment qu'il va faire à On connaît ses troupes, surtout sa formule. Si je recule, tuez-moi. Si j'avance, suivez-moi. Si je meurs, vengez-moi. C'est dans cet ordre-là. Si je recule, tuez-moi. Il s'offre en victime. Et il dit à ses gars, maintenant, j'exige tout de vous. C'est un pacte de fidélité qui se crée dans les deux sens. Il y a chez La Roche-Jacquelin une noblesse, mais également chez ses paysans. Et puis bien sûr, alors, Monsieur de Charette, alors là c'est un personnage. Est-ce qu'on peut dire qu'il est, s'il poursuivre l'appréciation de Bonaparte, qu'il est le grand homme de cette affaire? Oui et non. Charette passe pour un mou, pour un au départ. Voilà, au départ. Oui. Il n'avait apparemment pas d'avenir. C'est un marin, d'autre part. Et il lui échoit de commander une région extrêmement partagée entre révolutionnaires, partisans de la Révolution et partisans de l'insurrection. Et il a beaucoup de mal à se faire obéir dans toute cette période de la guerre, c'est-à-dire de 93, mettons, jusqu'en octobre. Ça n'est qu'après que devant l'extermination délibérée et gratuite, ce n'est plus 93, c'est 94, le premier trimestre, entreprise par les colonnes infernales de Turow, que la population qui était exsangue, qui n'en pouvait plus, l'armée catholique et royale était détruite totalement. C'est à ce moment-là que Charette finalement se révèle et invente la guérilla, c'est-à-dire la lutte du faible au fort. Charette, on ne sait jamais où il est, on ne sait jamais combien il est, et il vous tombe dessus, disent les républicains, sans savoir ni quand, ni où, ni comment. Et on ne sait pas d'où il frappe, mais il frappe fort. Il revenait peut-être à un marin d'inventer une guerre qui n'existait pas. Et c'est là qu'il prend toute sa dimension. C'est là qu'il prend toute sa dimension dans l'adversité. Alors dans un instant, le récit du jour justement va s'intéresser à Charette et à ce qu'on a appelé la cour de Legé. Au cœur de l'histoire sur Europe 1, le récit de Franck Ferrand. Un récit de Franck qui s'intéresse maintenant à la figure du chef vendéen, Charette. Alors ce qui explique sans doute en partie les ellipses, toutes les zones d'ombre qui sont importantes dans cette histoire officielle sur la guerre de Vendée, c'est que cette guerre est d'une infinie complexité, ne serait-ce que dans le suivi des différents chefs, de leurs troupes qui sont intermittentes. Tous ces gens-là ne sont pas des militaires professionnels, évidemment. Et puis de leurs alliances, parfois fugaces. Vous savez, on n'est pas en présence de batailles rangées, on n'est pas en présence de régiments constitués avec toute une hiérarchie militaire, etc. Ce n'est pas une guerre traditionnelle. On est dans le cadre d'une guerre qui est en partie une guerre civile, qui relève largement de la guérilla. Il faut arriver à suivre tous ces épisodes qui sont diffus, complexes et qui appartiennent finalement au tempérament et à la force de chacun des différents chefs. Et lorsqu'on se penche d'un peu près sur le cas de Charette, ça saute littéralement aux yeux. Nous allons y revenir tout à l'heure avec Philippe de Villiers. Disons que depuis le début de l'insurrection vendéenne, Charette aura fait figure, sinon de héros solitaires, du moins de chef à part. Il mène le plus souvent sa propre campagne et sa propre vie un peu à l'écart des chefs de l'armée d'Anjou qui, disons-le clairement, le regardent d'un peu haut et du plus loin possible. Ils ont une certaine méfiance, ces autres chefs, envers ce que certains appelaient l'armée de pique de Charette. Évidemment, celui qu'on appellera le roi de Vendée perçoit ce relatif éloignement des chefs de l'armée du centre. Il a été accueilli plutôt fraîchement à l'état-major après la reprise de Machecoul par les Républicains en avril 1793. Et du coup, de lui-même, il s'est mis un petit peu, non pas en marge, entendons-nous bien, il est très présent dans les différents combats, mais il s'est mis un peu à l'écart. Il s'est installé à Legé, en pays de Ray.
L'écrivain Michel de Saint-Pierre, vous savez, l'auteur célèbre des Aristocrates, qui lui-même était biographe de Charette, a hardiment décrit l'atmosphère de Leger à la grande époque, si je puis dire, et cette espèce de cour qui s'était finalement établie autour de celui qu'on appellera le roi de Vendée. Je dis l'espèce de cour, c'est à tous les sens du terme, parce qu'il y a dans ce groupe pas mal de femmes. Des essaims de femmes voleront jusqu'à la fin de son aventure autour du jeune chef, et certaines de ces femmes le suivront partout, écrit Michel de Saint-Pierre, à la fortune des combats et de ce vagabondage guerrier, de cette vie d'homme traqué, de cette errance interminable qui sera plus tard son destin. Alors, qui est la véritable reine de cette cour, si l'on peut dire? Est-ce que c'est la comtesse Marie-Adélaïde de La Rochefoucauld? Rien n'est parvenu aux historiens qui permettent d'affirmer que Marie-Adélaïde ait été la maîtresse de Charette, écrit Michel de Saint-Pierre, sinon tout de même ce titre de la mieux aimée que lui donnent les chroniqueurs du temps, d'ailleurs fort enclins à l'admiration envers cette Amazone superbe. Rien, si ce n'est d'aimables présomptions. Mais entendons-nous bien, les biographes, et notamment les anciens biographes, parce qu'on va voir que Philippe de Villiers, lui, va nettement plus loin dans son récent ouvrage, mais les anciens biographes sont assez prudents et ils font remarquer, ils soulignent, je cite l'un d'entre eux, que Charette s'est toujours montré très galant, vrai gentilhomme, poli et courtois, avec certes des brusqueries de marin, mais toujours soucieux de sauver les apparences. C'est là que j'en appelle au témoignage de celui qui est un peu notre parrain dans cette émission, le pape de la petite histoire, Théodore Gosselin, dit le nôtre, qui dans les années 1920-1930 a énormément écrit sur Charette, a consacré à cette période révolutionnaire et notamment à tout ce qu'on appelle la contre-révolution, des pages restées célèbres. Et voilà ce que le nôtre dit au sujet de cette fameuse cour de Leger. Charette aimait le plaisir et la société des femmes, certaines prirent sur lui quelque influence, sans doute même entrait-il une grande part de galanterie dans son hospitalité, il avait 30 ans. Mais il est bien certain que l'installation à demeure de mademoiselle de Charette au quartier général de Leger est une garantie que l'on y respectait les plus strictes convenances. Croit-on, précise-t-il, que Madame Suzanne de La Rochefoucauld, cousine de la châtelaine de Puyrousseau, et qui fut aussi l'une des familières du quartier général, eût souffert la moindre dérogation à la bienséance et au bon ton. Elle avait 70 ans, la dame en question, c'était un vrai chaperon. Il n'empêche, Charette vivait entourée de ce qu'on appelait les Amazones de Leger. Alors il y avait Madame de Bulclay, qui avait 40 ans tout de même, mais que les témoins nous décrivent comme une forte nature, fameuse plus encore par son entrain héroïque que par sa beauté. Il y avait Madame Gouin du Fief, qui était admirablement faite, quoiqu'elle eût été d'assez petite taille, nous disent les mêmes témoins. Et puis Élisabeth de Montsorbier, qui elle était véritablement l'aristocrate née, vous savez, noble jusqu'au bout des ongles. Les Amazones ne sont pas toutes de noble extraction, ajoutait Michel de Saint-Pierre dans le texte qu'il leur consacre. N'oublions pas Marie Lourdet, que Charette appelait sa bretonne, une simple épicière qui se promenait à travers les lignes des bleus et des blancs, exhibant son éventaire et qui rapportait ainsi des renseignements précieux aux chevaliers qu'elle admirait passionnément. Il y a d'autres femmes, il y a bien d'autres dames qui viennent à Leger, mais il n'y a tout de même pas que des femmes. On se presse autour de Charette parce que tout simplement, dans ce qui est devenu une sorte de petit État dans l'État, il fait bon vivre. Je veux que la joie règne où je suis, écrivait-il, disait-il. Et c'est vrai qu'on peut dire que chez Charette, tout est poussé à l'extrême. Non seulement cette joie de vivre, mais aussi, bien entendu, son grand caractère, son courage, sa résistance. Vous savez que les ennemis de Charette disaient que sa chance au combat était tout simplement insolente. Je cite Gilbert Charette, un de ses biographes et parents. Le caractère complexe du chevalier se montre ici à Leger sous ses multiples facettes. Deux hérédités, bretonne et méridionale, se mêlent curieusement en lui. Il a du breton la ténacité, l'entêtement légendaire, la bravoure, la fidélité à la parole donnée, l'attachement à la religion bien sûr, mais, ajoute Gilbert Charette, c'est de sa mère qu'il tient ses emballements soudains, ses élans spontanés.
Un extrait sur Europe 1 de la symphonie en mi bémol composée par Simon Leduc. Alors ce qu'on oublie parfois, Julia, c'est que pendant 18 mois, en gros d'octobre 93 à février 95, Charette va mener de manière quasi autonome sa propre guérilla contre les armées de la République. Et puis le 17 février 95, Charette, qui, disons-le, est à bout de munitions, va parvenir à signer avec les représentants de la Convention un traité qui restera la sanction inespérée de sa victoire de fait, le traité de la Jaunais, du nom d'un manoir près de Nantes, traité qui exempte les insurgés de tout service armé et qui va jusqu'à établir la liberté religieuse. Vous voyez qu'on n'est quand même pas loin des toutes premières revendications de cette insurrection vendéenne. Mais c'est une paix éphémère, disons-le, 5 mois à peine, et Charette va reprendre les armes, notamment celles qu'il reçoit des Britanniques au moment du débarquement de Quiberon, un débarquement qui a été, vous le savez, sabré par le républicain Lazare Hoche. Plus tard, en octobre, Charette va tenter une jonction avec les troupes de Stofflet et le dernier hiver, cet hiver 95-96, est particulièrement éprouvant. Ce sont des combats sporadiques mais incessants. Finalement, le roi de la Vendée sera capturé au milieu d'une poignée d'irréductibles fidèles dans les bois de la Chaboterie, capturé par le général Travot. On est là le 23 mars 1796. Ça a été un événement considérable, cette capture de Charette. On peut dire que le pays entier en a été informé parce que à Paris, bien entendu, les tenants du pouvoir, on est sous le directoire déjà à ce moment-là, parce qu'évidemment le temps a passé et la révolution a évolué. Les directeurs, c'est le terme qu'il faut employer, ont tout fait pour faire connaître cette arrestation et pour lui donner le plus d'impact possible. Dès que la nouvelle est parvenue à Paris, on a notamment fait crier au tombé du rideau dans tous les théâtres de la capitale cette annonce: citoyens, le gouvernement est heureux de vous annoncer une grande nouvelle, Charette est pris. Ce jour de triomphe pour la République est aussi celui de la reconnaissance nationale pour ses défenseurs. Moins d'une semaine plus tard, l'exécution du roi de Vendée est mise en scène à Nantes, sur la place Viarme. On a souvent raconté les dernières heures héroïques de M. de Charette et le grand courage dont il fait preuve lors de son exécution. Il refuse qu'on lui bande les yeux, bien sûr. Il va diriger lui-même le peloton d'exécution en indiquant son propre cœur. « Lorsque je fermerai les yeux, lance-t-il impavide, tirez droit au cœur ». Les soldats vont tirer et à ce moment ultime, on verra Charette se lancer encore en avant dans un dernier mouvement de cette énergie indomptable dont il restera l'incarnation et qui fera dire à Napoléon dans son mémorial de Sainte-Hélène: « Charette me laisse l'impression d'un grand caractère, je lui vois faire des choses d'une énergie, d'une audace peu commune, il laisse percer le génie. » Jusqu'à 14h sur Europe 1. Plongez au cœur de l'histoire avec Franck Ferrand. Et avec votre nouvel invité sur Europe 1, Franck, il s'agit de Philippe de Villiers, créateur et scénariste du Puy du Fou et auteur du roman de Charette chez Albin Michel. Bonjour Philippe de Villiers. Bonjour. Il y a 2 personnalités célèbres en Vendée, c'est vous et Charette en quelque sorte. Et là, ce qui est amusant, c'est que dans un même livre, on a les deux, puisque c'est vous qui racontez l'histoire de Charette. Et alors, on peut dire que l'identification va loin, puisque vous racontez cette histoire à la première personne du singulier. Vous dites « je », mais le « je » en question, c'est Charette. Ce sont les mémoires de Charette, en quelque sorte. C'est ça, exactement. Les mémoires qui n'existent pas, puisque le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on a très peu de documents venant de lui. Quasiment pas de courrier, pas de journal et pas de mémoire. Il y a une phrase, quand j'écoutais Alain Gérard, je pensais à la phrase de Merlin de Thionville, qui assistait au pardon de Bonchamp et qui, pour calmer les conventionnels, leur a écrit ceci, que je mets en exergue de mon livre, le roman de Charette: « Les brigands n'ont pas le temps d'écrire, tout cela s'oubliera, comme tant d'autres choses. » Tout cela s'oubliera comme tant d'autres choses, et en fait c'est pas du tout ce qui s'est passé, puisque on se rend compte que plus de 2 siècles plus tard, la mémoire de toute cette guerre de Vendée est extrêmement vive. Elle est très présente encore partout en Vendée, et à l'occasion de l'émission de radio que nous avions faite l'année dernière, et surtout de l'émission de télévision qui a suivi, j'ai pu mesurer à quel point la blessure était encore à vif d'ailleurs. C'est assez extraordinaire. Alors, ce qui est remarquable, notamment dans votre ouvrage, c'est toute la longue partie que vous consacrez, eh bien, j'allais dire à la jeunesse, mais c'est plus que ça, à toute une grande partie de la vie de Charette, car très jeune, cet homme-là devient marin. Avant d'être marin, quand même, il faut peut-être dire un mot de ses origines. Oui, alors, j'ai écrit le roman de Charette, mais en fait, c'est une histoire vraie, c'est la vie de Charette qui est un roman. Oui. Et c'est l'histoire d'un héros
de la guerre d'Amérique qui prépare un héros de la guerre de Vendée qui va sauver l'honneur de l'innocence face à la terreur. Alors l'histoire de Charette, c'est simple. C'était un petit breton, souffreteux, déclaré par un chirurgien-major du bord d'une complexion délicate, inapte à la mer, inapte à la guerre, qui va entrer à 16 ans à l'école des gardes marines de Brest, où il va d'ailleurs côtoyer Chateaubriand, Lascaz et tant d'autres noms célèbres. Et là, il va chercher à dominer, vaincre sa peur, le mal de mer, le mal de Siam, la peste des mers, le scorbut. Il va C'était pas facile la vie de marin de l'époque. Il va affronter les mutineries, le naufrage sur son bateau qui va s'échouer dans l'Énorne à Landerneau. Oui. Puis il va côtoyer pendant la guerre d'Amérique les plus grands, la Pérouse, Bougainville, la Maude-Piquet. Il va être promu au mérite lieutenant de vaisseau à 24 ans, alors qu'on était toujours à plus de 30 ans. Donc au mérite, c'est exceptionnel. Il s'est comporté de manière exceptionnelle. Puis ensuite, il part. On est en quelle année quand il est lieutenant de vaisseau là, en 1787. C'est ça, c'est juste avant la Révolution. Il est né en 1763. Et donc, il a 24 ans. Et là, il pense que tout est fini, c'est la paix. Il repart vers Riga, Saint-Pétersbourg pour aller chercher des mâts de bateau. Puis, il est affecté chez ce qu'il appelle les marins d'eau douce, la marine du Levant. Et là, il se bat contre les barbaresques du côté d'Alger. Puis, il va jusqu'à la Sublime Porte. Il a à connaître du conflit entre les Turcs, entre les Ottomans et les Grecs, entre les Ottomans et les Russes. Et quand il débarque à Toulon, on lui arrache sa cocarde, la cocarde noire, la cocarde de la Marine royale. Il ne comprend pas parce qu'il dit « mais moi je me suis battu pour la liberté ». Et là, il quitte la Marine royale. Il pense que sa vie est finie. On est donc là en 90. On est en novembre 1790. Pendant 3 ans, il va passer son temps à s'occuper de son domaine à la Fonte-Close en Vendée, domaine qui appartient à son épouse. Il s'est marié en 1790. Oui, parlons-en de son épouse, parce que c'est quand même pas une épouse banale. J'allais dire, elle a le double de son âge, c'est un peu excessif, mais enfin, quand il l'épouse, elle pourrait presque être sa mère, quand même. C'est étonnant. C'est-à-dire qu'il la rencontre dans une soirée nantaise. Il danse avec la fille, qui est magnifique. La mère s'approche. Il sent le grappin, comme disent les marins, sur l'épaule droite. Et il entend la mère qui dit « Ma fille est trop jeune pour se marier. Et moi, je ne suis pas assez âgé pour y renoncer. » Donc, il épouse la mère. Il découvre assez vite... Pourquoi l'épouse-t-il? Vous avez Parce que votre Marianne, point de sa vue, sœur, vous. lui dit... il demande qu'est-ce que je vais faire maintenant. Et il dit marie-toi. Et comme les marins n'ont aucun bien, Chateaubriand explique ça très bien dans les Mémoires d'Outre-Tombe, eh bien, il fait une fin. Il se trouve que ça pose un problème très vite parce que sa femme est veuve d'un premier mari. Toute la famille, en fait, la double famille, donne dans la Révolution, comme on dit à l'époque, dans les idées nouvelles. Et donc Charette se retrouve avec des beaux-frères qui sont comme boursiers, etc., qui ont coupé leur nom en deux et ils considèrent que c'est large de leur part. Et donc ça se passe assez mal, assez vite. Ils quittent la rue Basse, près du château à Nantes, pour venir s'installer à la Fonte-Close. Et là, ils pensent que c'est fini. On est en 1790. Et en fait, dans la pratique, pour lui, quasiment rien n'est commencé. Un dernier mot sur l'épouse de Charette. On connaît cette anecdote de l'empereur Napoléon qui vient en visite en Vendée. On lui présente Madame de Charette, mais qui, évidemment, s'étant remariée, porte un autre nom. Et l'empereur la toise de toute sa hauteur en lui disant « Madame, quand on a la chance de porter le nom d'un héros, on le garde. » Et Napoléon qui dit à Lascaz, compagnon de chambrée de Charette, qui dit « Ah, il était indolent. » Et l'autre lui dit « Attendez, j'en ai connu un indolent, un dormeur comme Charette, c'était Kléber. Ces gens-là, on le réveille des lions. » Et il dit « J'aurais voulu l'avoir à mes côtés. C'était un grand caractère. » Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand, toujours en compagnie sur Europe 1 de Philippe de Villiers qui nous parle du chef vendéen Charette. Alors évidemment, si Charette a épousé une femme nettement plus âgée que lui, il n'a pas pour autant renoncé aux femmes. Il faut en dire un mot. Et d'ailleurs, elles sont très présentes dans votre livre, les femmes, Philippe de Villiers. Oui, alors on a beaucoup parlé des Amazones de Charette. C'est ça.
il a eu autour de lui beaucoup d'Amazones. Il dit à un moment donné, elles ne me lâcheront pas parce qu'elles sont plus courageuses que les hommes. Et d'ailleurs, à la fin, il reste presque autant d'Amazones que d'hommes avant son arrestation. Alors parmi ces Amazones, il y a des femmes exceptionnelles comme Adélaïde de la Rochefoucauld, qui sera fusillée au Sable d'Olonne, dont le mari est parti en émigration et qui d'ailleurs envoie à Charette une quenouille. C'était la coutume à l'époque. Une quenouille, ça veut dire vous êtes une femmelette. Vous devez partir en émigration. Et Charette dit en quelque sorte, on n'emporte pas la patrie à la semelle de ses souliers. Et donc il va en émigration, rejoindre l'amiral d'Hector, qui est un ami de sa famille, et puis il revient parce qu'il dit non, c'est là qu'est le combat. Et puis il y avait aussi une femme exceptionnelle qui était la femme d'un officier irlandais, William Bulkeley. Sa femme s'appelait Céleste et Charette l'appelle l'Irlandaise. Et Charette aime Vivaldi parce que sa famille est d'origine italienne. Il aime la danse, il aime les mouchoirs des Indes et il ne déteste pas de veiller à son élégance. Ce qui me frappe chez Charette, c'est le panache. Ah ça oui. Le panache, parce qu'il le porte sur lui, avec lui, cette grande plume blanche. On se demande pourquoi d'ailleurs il a toujours cette plume. C'est une tradition de la marine royale. L'officier de marine n'abdique pas l'honneur d'être une cible et il le porte en lui parce qu'il ne faut quand même pas oublier qu'il demande une faveur au général Travot au moment d'être fusillé sur la place des agriculteurs à Nantes. Cette faveur, c'est « je veux moi-même pouvoir commander le feu du peloton d'exécution ». Et c'est lui son propre cœur. Et il désigne son cœur, il dit « frappez là, c'est là qu'on frappe un brave ». Alors on parle beaucoup de marine et de marins dans cette affaire, on parle de la guerre d'Amérique, on parle de la guerre russo-turque en Méditerranée, et la Vendée dans tout ça, on a l'impression que ça vient tard finalement dans son destin. C'est simple, il naît en 1763, à 16 ans il est garde-marine, 1779, il quitte la marine en 90. Donc, oui, vous voyez l'épaisseur du temps. Voilà, bien sûr. Et là, en fait, il est immergé dans le monde de la guerre d'Amérique, puis dans le monde russo-turc, la Méditerranée, la mer du Nord, puis il y a un no man's land de 3 ans. Ce no man's land, il est très peu documenté, il faut le dire. Donc vous n'avez pas dû avoir toujours la tâche facile pour reconstituer ce qu'il faisait, ce qu'il pouvait avoir à dire, car on a peu de documents sur lui avant qu'il ne devienne le chef, évidemment, dont nous parlait. Alors c'est important. Dont nous parlait tout à l'heure Alain Gérard. J'ai voulu faire ce travail, pourquoi ? Parce que de la même manière que le charrette marin prépare le charrette terrien, le stratège, le tacticien, l'homme qui aime la liberté, qui se bat pour la liberté du peuple américain, qui va se battre pour la liberté du peuple vendéen. Mais cette période-là, de 3 ans, va lui permettre, en allant chasser, en allant dans son amenage de ferme en ferme, de découvrir le territoire, de connaître un peu mieux ce que sont les chemins creux et surtout ce qu'est le marais. Et ça va expliquer justement ces incroyables tactiques d'une audace folle de plus tard. En fait, c'est qu'il le connaît par cœur, ce paysage-là. Ce que vous disiez à ce micro tout à l'heure, Alain Gérard, à propos de la guerre d'embuscade, la guerre de Buisson, en fait, Charette la prépare de loin. Quand il est marin, il assiste à l'Académie de marine à Brest, aux controverses entre Guichen, le tenant de la ligne classique, la ligne de fil, c'est-à-dire la bataille rangée en mer, vaisseau contre vaisseau, et les tenants de la nouvelle ligne, la rupture avec Suffren. Lui, il choisit Suffren et un soir, il dit à ses amis « Est-ce qu'on n'est pas en train de commettre une grande erreur parce qu'on applique le petit manuel militaire, tous les officiers de la guerre de Vendée, regardez ce qui nous est arrivé à Nantes, on a été battus parce qu'on a voulu faire une bataille rangée, on ne peut pas lutter avec des bâtons contre des canons. Il n'y a qu'une solution, c'est la pêche à la bouteille. La pêche à la bouteille, ça veut dire il faut les amener depuis les grandes routes, les grands chemins, dans les chemins creux, et là on leur tombe dessus. Et cette guerre d'embuscade, il l'a théorisée en quelque sorte, et c'est ce qui lui a permis, contrairement aux autres, de durer si longtemps. Pourquoi n'a-t-il pas été victime, lui, de ces colonnes infernales et de l'incroyable répression des Bleus ?
Tout simplement parce que il avait le don d'ubiquité en quelque sorte. C'est-à-dire, on le croyait à Gralard, il était à Châlons, et il utilisait toutes sortes de subterfuges, dont un que je raconte dans mon livre, c'est les Ningles, la guerre des Ningles. Les Ningles, c'était des grandes perches qui permettaient de sauter au-dessus des fossés dans les marais salants. Et donc, il utilisait tout ce genre d'armes pour sauter par-dessus les bivouacs des Bleus, et il était littéralement imprenable. Parce qu'il avait compris que c'était d'ailleurs son surnom, l'imprenable. L'imprenable, oui, absolument. Et à tel point que Traoudien ne laissait pas respirer votre proie. Et il avait compris que dans une guerre où il y avait des intermittents d'un côté qui partaient à la belle saison pour leur récolte ou dans leurs vignes au Loroux, etc., face à des soldats professionnels, oui. Il fallait faire ce que faisait Suffren à la Praia, c'est-à-dire crocher dedans, arriver par surprise et repartir en s'enfuyant. Après l'accalmie du printemps 95, il est quand même un de ceux qui vont remettre le feu aux poudres. C'est pas qu'il a remis le feu aux poudres, c'est que il a conclu la paix avec un dénommé Ruel au nom de la Convention. Lui, avec sa naïveté, sa candeur d'officier, il a cru ses interlocuteurs qui lui ont dit il y a une clause secrète. On va faire une principauté en Vendée qui sera la principauté de Belleville, qui sera érigée en un corps de nation. Vous aurez votre police et on vous remettra le petit enfant roi. Parce que Charette se dit, s'il n'y a pas l'enfant roi, s'il n'y a pas le monarque, il n'y aura pas la liberté du culte. Le cadre protège la liberté du culte. S'il n'y a pas le cadre, il n'y aura pas la liberté du culte. Et donc, il attend l'enfant roi, il prépare même le palais royal. C'est ainsi qu'il s'appelle, il existe encore aujourd'hui en Vendée à Belleville. Et puis en juin 95, il apprend que l'enfant aurait été empoisonné. Et donc là, il envoie une adresse vibrante qu'il fait afficher dans toutes les paroisses de Vendée, sur tous les murs, en disant « j'ai été trompé, j'ai été trahi, maintenant on va jusqu'au bout ». Et il reprend le serment de Fontclose qu'il a fait lorsqu'il a entraîné les paysans à leur demande à sa suite, en acceptant de les commander à contre-cœur, et en défilant devant un ormeau où il a mis un bout de son lit, un bout de drap blanc pour symboliser le drapeau blanc, et il leur renouvelle le serment de Fontclose, je ne reviendrai chez moi que mort ou victorieux. Et en l'occurrence, il finira par se faire arrêter, donc on est plus tard, au début de l'année 96. C'est ce que je racontais tout à l'heure, ce sont les derniers moments. Et dans votre livre, ça donne cette arrestation très dramatique. Il y eut un temps d'arrêt, dit-il, regard d'estime de 2 soldats. Travaux est ému, il s'incline. Et dans une sorte d'aparté qu'il me fait partager, il pose sa main sur mon épaule douloureuse, la retire empourprée de mon sang, sort son mouchoir et soupire en s'approchant de mon visage. Que d'héroïsme perdu. Non, monsieur, rien ne se perd jamais. Merci beaucoup à tous les deux. Merci Philippe de Villiers. Je rappelle le titre de votre ouvrage, Le roman de Charette, tout simplement aux éditions Albin Michel. Et puis je renvoie nos auditeurs à tous les ouvrages d'Alain Gérard sur la Vendée, ouvrages qui ont souvent été couronnés par l'Académie française et par l'Académie des sciences morales et politiques. Merci à vous deux.